Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je retrouve avec plaisir notre invité à l'honneur cette semaine, Christian Dorsan, qui est venu nous parler de deux de ses romans policiers, donc Le quart d'heure Bagnolet et À quel saint se vouer, tous les deux édités chez les presses littéraires. Donc, bonjour Christian. Bonjour Nathalie. De tous les personnages, comme je disais hier, de tous les personnages de ce premier roman, donc qui s'appelle Le quart d'heure Bagnolet. Alors, je disais que le quart d'heure avait, en début de semaine, c'est vrai que j'ai dit que le quart d'heure pouvait avoir rendu service à l'assassin. Oui. C'est vrai que vous avez, dès le départ, sur la première couverture, un quart d'heure suffit à tuer. Tout à Donc, fait. je ne dévoilais rien dès la première page. Ce fameux quart d'heure qui pouvait bien rendre service. Voilà, mais comment s'articule-t-il ? Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est à l'auditeur de lire le livre pour savoir comment est-ce qu'on peut exploiter le quart d'heure Bagnolet, quoi. Tout à fait. Alors, dans tous ces personnages donc de ce premier roman, où je trouve qu'effectivement tous, plus ou moins, ou arrivent à un moment de leur vie où ils se posent des questions, c'est un peu moins vrai dans le deuxième, À quel saint se vouer. Alors peut-être qu'il n'a pas été écrit à la même période. Voilà, tout à fait. Alors donc, ce que je dis toujours, c'est que quand on écrit un livre, c'est qu'on a aussi notre propre vie en dehors de l'écriture, et donc on a plusieurs périodes de notre vie. Donc, oui, effectivement, Le quart d'heure Bagnolet, je l'ai écrit dans un moment où moi aussi je me posais beaucoup de questions, bien évidemment, et puis À quel saint se vouer, j'étais beaucoup plus apaisé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de questionnements, j'allais dire philosophiques, ou de références spirituelles, parce que c'était cette époque-là qu'il le voulait pour moi, que dans À quel saint se vouer, qui est beaucoup plus, j'allais dire ludique, et beaucoup plus roman policier en tout cas, ou roman télévisé, parce que j'ai l'impression des fois de l'avoir écrit comme un scénario. Et à la fois dans les deux, c'est deux romans policiers. Enfin, à chaque fois, on a un meurtre. Oui, que le lecteur soit rassuré, il y a un meurtre et il y a une enquête. Oui. Comme dans un tout bon roman policier, il y a un meurtre. Donc, et après, voilà, l'histoire, c'est aussi la résolution de ce meurtre. Alors avec effectivement ce duo de choc que l'on retrouve dans le deuxième, puisque vous reprenez les mêmes et vous recommencez. Voilà, Muguet et Delarc, oui, tout à fait, qui se retrouvent. Alors, je pense avec un plaisir non dissimulé, même si ça râle un peu, mais... Oui, mais je pense que Muguet, de toute façon, elle râlera toujours, de toute manière, et elle l'aime bien au fond, parce qu'elle lui amène quelque chose qu'elle n'a pas, c'est-à-dire cette espèce de sérénité. Et je pense que Delarc, lui, il aime bien titiller Muguet, donc voilà, ça lui fait plaisir. Il l'appelle par tous les noms de fleurs, d'ailleurs. Oui, ça c'est très très drôle. Là, au départ, moi je me suis beaucoup amusé, mais j'ai cherché des fois des noms de fleurs parce que j'étais en panne. Mais c'est vrai que ça fait partie de son humour, en tout cas. Voilà, Delarc le drôle n'est pas drôle pour rien. Voilà. Oui, et puis c'est aussi des fois une manière de rentrer en contact avec quelqu'un de très très différent. Il faut bien trouver un lien qui va faire que le duo fonctionne. Oui, tout à fait. Et puis ça permet également, alors on le voit très souvent, que ce soit dans les films ou dans les romans, il y a toujours ce duo de flics improbable qui fait qu'ils font du bon boulot ensemble finalement, tout en étant très différents. Et je crois que c'est aussi leur force, c'est qu'il y en a une qui part tête baissée et l'autre qui dit attends, on va attendre un petit peu, on va regarder ce qui se passe. Ouais. On va poser des questions, on va fouiner, et puis on va trouver différemment. Enfin, lui, il a une autre manière de mener ses enquêtes. Oui, parce que pour elle, on passerait des menottes au premier suspect venu, je pense. Voilà. Bon, après, c'est une manière aussi de conclure l'enquête rapidement. Oui, je crois, oui. Bon, enfin, c'est peut-être aussi la meilleure manière d'avoir des erreurs judiciaires, mais bon. Exactement. Alors, il y a un autre personnage quand même un petit peu haut en couleur dans le premier. Hier, on a commencé un petit peu à l'évoquer. C'est ce patron de le chef de la sécurité de Prémox. Voilà. Qui est quand même un peu cynique.
je trouve. Oui, mais alors, cynique dans le sens où il a un regard très acerbe sur la réalité. Je pense que c'est vraiment, il a un regard très juste. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, en fait, c'est ça qui voilà. dérange. Mais le cynique dans le sens où il est très dur avec les autres. Avec lui, c'est un ancien légionnaire, donc je crois qu'il a le sens de la discipline et de l'ordre, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, de ce qui est bien et ce qui est mal. Peu importe si c'est si c'est partagé ou pas, mais pour lui, il a une certaine, c'est pas une philosophie de vie, mais c'est ancré, c'est quelque chose de très simple hein, finalement. Moi, j'ai côtoyé des légionnaires qui avaient comme ça des chemins de vie qui sont, voilà, eux c'est très simple, c'est noir ou c'est blanc, c'est rouge ou c'est, enfin bon, les choses sont très tranchées et la vision qu'il a de ce monde est complètement à l'opposé du monde militaire où les choses sont très encadrées. Quand on s'implique dans quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Alors qu'il voit ce qui se passe en travaillant comme chef de la sécurité dans cette usine, où c'est vraiment pour lui c'est du laisser-aller. C'est vrai que lui, son côté binaire, c'est les militaires d'un côté, les civils de l'autre, quoi. Ah oui, tout à fait. De toute façon, il le dit bien. Hein. Il parle des civils qui n'aiment pas du tout, qui sont tous là à chouiner pour leur salaire à la fin du mois et ensuite aller dépenser leur argent au gros du roi dans leur appartement minable le week-end. Alors que pour lui, on devrait travailler pour quelque chose de beaucoup plus noble, quelque chose qu'on devrait... pour des idéaux, des valeurs, quoi. Pour des valeurs. Il a des valeurs qui sont très marquées. Et pour lui, tout ce qui n'est pas dans ces valeurs-là, c'est futile. C'est vrai qu'il dit à un moment donné, donc je cite un passage de votre livre, où pour lui, il dit « Parler pour prouver qu'ils étaient libres, donc les civils, alors que si tu leur supprimes leur salaire, ils rentrent tous dans le rang. » Ah oui, c'est vrai que c'est quand même très cynique, voilà. Mais à la fois, c'est complètement vrai. Oui, là, il parlait des réunions. Et donc des réunions pour rien dire finalement. Et il dit voilà, on a l'impression qu'ils parlent pour justement montrer qu'ils existent, alors que bon finalement, voilà, on leur dirait je te sucre ton salaire, tu rentrerais dans le rang tout de suite parce que on a un moyen de pression sur eux. Et je crois que ce qu'ils n'aiment pas, c'est toutes ces choses inutiles comme ces réunions syndicales, etc. Lui, les choses, il faut que ça avance. Voilà, il faut qu'il y ait une politique et une bonne. Voilà, une bonne fois pour tous et une bonne fois pour toutes. Voilà, je crois que c'est ça. Enfin, c'est quand même une personnalité très atypique quand même, oui. Qui sort un peu du rang, je dirais, par rapport aux autres. C'est peut-être parce que c'est le seul légionnaire de votre livre. Alors c'est peut-être le seul, oui, effectivement. Ah, il y en a un deuxième, le patron du restaurant, comment ça s'appelle, qui a Place Mallet à Bagnols-sur-Cèze. Mais c'est une légende. C'est quelqu'un qui, par exemple, quand il a reçu son képi blanc, quand on entre dans la Légion, donc la remise de képi blanc, c'est quand même quelque chose de très important. C'est que ça y est, on devient légionnaire. Eh bien, il loue 2 taxis à Nîmes pour faire le tour de tous les bars, un pour lui et un pour son képi. Et cette histoire est vraie. Voilà, il y a eu un légionnaire qui a fait ça dans les années, je me souviens plus quand, et il les a fait. Oui. Enfin, en tous les cas, ça a marqué la mémoire des Bagnolais. Alors pas des Bagnolais, mais de ceux qui connaissent les légionnaires, oui, tout à fait, oui. C'est une légende. Mais vrai. Vrai, oui. Enfin, moi, en tout cas, elle m'a été racontée par 2-3 personnes différentes, donc je pense qu'elle est vraie. Et connaissant le personnage, je pense qu'elle est vraie. Ah oui, parce que ce personnage... Donc, ce personnage existe, oui, tout à fait. Et vous l'avez rencontré. Oui, tout à fait, rencontré, oui. C'est quelqu'un de très droit et de très, très, très sympa en plus. Droit, rigide. Oui. Alors, dans votre deuxième roman policier, donc À quel sein se vouer, c'est vrai que, comme je le disais, les personnages sont peut-être plus apaisés. On retrouve toujours ce duo-là. Donc, effectivement, Delarc a toujours cette même manière quand même, puisque lui, il est conditionné à se poser ces questions de cette manière. Il va mener l'enquête toujours de manière à agacer sa collègue. Oui, et avec beaucoup plus d'intuition, moi je trouve, que sur le premier. Comme par exemple, quand il va un petit peu regarder la maison de la première femme morte,
enfin assassiné. Il va déceler 2-3 petites choses comme ça, et puis c'est il y a, je crois, son intuition, et il a besoin de ce questionnement pour pouvoir donc rationaliser cette intuition. Voilà, donc je parle simplement des tuiles, par exemple, déplacées. Pourquoi il y a cette tuile déplacée? Est-ce que c'est une intuition? Et puis hop, de fur et à mesure, il va déceler quelque chose. Mais oui. Mais c'est son intuition quand même qui lui a fait voir ça. Oui, tout à fait, oui. Donc en tous les cas, c'est encore un duo, c'est encore un meurtre. Bon, ben voilà, je ne sais pas s'il y a des meurtres qui sont propres, hein, je ne pense pas, mais c'est vrai que là, c'est... Oui, et puis il y en a plusieurs. Et puis là, effectivement, il y en a plusieurs. Donc, dans ce deuxième, il y a combien d'années entre les deux Je pense qu'il doit y avoir 2 ans. 2 ou 3 ans, pas plus de 3 ans. Ah, oui. Et vous avez écrit entre les deux, Boutique Hôtel. Alors, celui de nous deux. Celui de nous deux qui parle le premier. Oui, tout à fait, oui. Je crois qu'il était en cours de correction et je pars voir ma famille un été, et on est donc dans une petite ville qui s'appelle Goudargues, où il y a donc qui est comment ça s'appelle, où il y a une petite rivière, et puis donc l'été c'est hyper agréable de venir dîner là. On va dîner avec ma famille au bord de cette rivière. Et je reçois un SMS de Jérôme Fricker, le patron des presses littéraires, qui me dit: Christian, avez-vous pensé à la suite? Et moi, j'y pensais absolument pas. Je pensais que le quart d'heure Bagnolet suffisait. Et je suis devant le muret donc, qui borde la rivière. Et là, d'un seul coup, et j'ai toute une histoire mais c'est vrai, hein, toute une histoire qui arrive. Je prends en photo ce muret, et ça devient donc la couverture donc d'un Quel Saint se vouer. Et quand j'arrive à 11h, 11h30 chez moi, je lui envoie un petit mot en disant: je commence demain. Donc voilà, bien, écoute, on a le début et le pourquoi de ce deuxième opus finalement. Voilà, et bien ancré dans le Gard rhodanien et surtout dans la vallée de la Cèze, qui est une vallée qui est magnifique, hein, avec, donc je parlais de Goudargues, mais il y a aussi la Roque-sur-Cèze, qui est un endroit qui est emblématique de la région de Bagnols-sur-Cèze. Hein. Ce sont des cascades, les cascades du Sautadé, qui sont vraiment magnifiques. Voilà, il y a des petits villages qui sont très très beaux. Je fais vivre un petit village également qui s'appelle Montclus, où vit un des protagonistes. Et c'est un très très beau village qui est au bord de la Cèze, voilà, que j'ai voulu refaire vivre en tout cas dans ce roman-là. Donc qui est un petit peu, même si c'est un roman policier, il est un peu différent du premier. Il est plus apaisé, il y a moins de questionnements, il y a un petit peu plus d'action peut-être, mais j'ai eu beaucoup plus de plaisir à l'écrire parce que c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus, pour moi, ludique. C'est-à-dire, je me suis beaucoup amusé à l'écrire, revenant sur des passages en me disant: ah non, là, on va tendre un piège. Donc voilà, donc là, je me suis beaucoup plus amusé là-dessus. Et puis, oui, effectivement, j'ai essayé de mettre beaucoup plus d'autres personnages un petit peu haut en couleur, comme cette bande de jeunes là, qui vivent un petit peu en marge. Voilà, je voulais un petit peu parler de ces gens-là aussi, qui sont pas toujours à la fête, hein, parce qu'on les toujours mal considère. Un petit peu stigmatisés quand même. Voilà, tout à fait, alors que ce sont quand même de braves gars qui ils font leur vie, quoi, tout simplement. Donc c'était l'occasion de les remettre dans ce roman, voilà, dont on va parler un petit peu plus précisément demain, la dernière journée déjà de la semaine. Ah zut. Voilà. Je vous dis à demain. Merci, à demain. Christian d'Orsan, à Quel Saint se vouer. La maison était plongée dans l'obscurité. Le père et le fils n'avaient pas dormi de la nuit et s'étaient réfugiés dans la cuisine. La fille avait passé la nuit chez une amie après une bonne dose de tranquillisant. Monsieur Louveau, savez-vous si, dans votre environnement proche, quelqu'un vous voulait du mal ? L'homme relevait la tête. Il était étonné de cette question. Il avait les yeux rougis. Il fit signe que non, de la tête. Je sais pas, mais les connards de routards, depuis qu'ils sont là, il n'y a que des emmerdes par ici. Au lieu de nous emmerder, allez les voir. Le fils paraissait, lui, bien éveillé. Delarque prit la parole. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Le fils se tourna vers lui. Il portait le même survêtement que la veille et sentait la transpiration. Des mecs qui sont venus squatter au Coureau. Ils sont 3 ou 4 camions. On ne sait pas ce qu'ils font, mais depuis qu'ils sont là, il y a des cambriolages et ils dégueulassent la rivière.
Delarc le remercia poliment et ajouta qu'on rendrait le corps rapidement. Le mari lui répondit qu'ils allaient s'installer dans sa famille pendant les prochains jours, qu'ils ne pouvaient pas rester ici. Delarc les comprenait. Le silence de la maison était sordide et pesant. Il refit un tour dans la maison. Tout semblait en ordre. Clémence Louveau était une femme ordonnée. Elle ne travaillait pas et s'occupait de sa maison. D'après son mari, c'est elle qui avait dessiné les plans. Elle y tenait à cette maison. Elle adorait lire et jardiner à l'extérieur. Tout était tiré au cordeau. Rien ne dépassait. Aucune herbe dans les bordures, aucune fleur fanée. À l'intérieur, Delarc remarqua que la maison était conçue comme un appartement témoin, propre, rangé, sans véritablement d'âme. Il grimpa à l'étage. La chambre du couple était en ordre. En revanche, celle du fils était un chaos indescriptible. Un désordre et une odeur âcre y régnaient. Il constata également que le fils ne manquait pas de gadgets en tout genre. Delarc pensa que la mère et le fils devaient souvent se disputer à propos du rangement. La fenêtre donnait sur un entretoit qui tombait sur le garage. La chambre de la fille était plus grande, sans grande originalité. Des posters punaisés au mur, des livres alignés sur le bureau, du papier peint dans les tons pastels. Delarc fit un tour au garage. Il ne remarqua rien d'anormal, si ce n'est une tuile déplacée au-dessous de la fenêtre du fils. Il sourit à la vue de cette tuile. Il devina que le fils faisait le mur. Il rejoignit Muguet pour la fin de l'interrogatoire. Le père était toujours dans un état léthargique et le fils énervé. Les deux policiers les remercièrent et prirent congé. Dehors, Muguet fit le maigre inventaire des informations. Femme au foyer, sans histoire, s'occupe d'associations telles que la bibliothèque municipale, le festival des arts de la rue de Goudargues, le salon littéraire de Luçon. Pas d'ennemis. Delarc l'interrompit. Et pas d'amant ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ça sent l'ennui ici, dans cette maison. Tout est organisé pour que rien ne soit troublé. Si quelque chose est dérangé, ça se voit tout de suite. On dirait un distributeur d'alibi, cette maison. Pas étonnant que le fils soit bordélique. À cet âge-là, on a besoin de respirer. Muguet considéra curieusement Delarc. Si mes gosses foutent le boxon, je remets de l'ordre dans la petite colonie. Vouloir de l'ordre, c'est pas s'emmerder, Delarc. Vous êtes drôle, vous. Delarc pouvait effectivement comprendre l'ordre. Il aimait que son appartement soit prêt à l'emploi, comme il le définissait. Chaque chose à sa place pour ne pas perdre de temps. Mais il aimait aussi laisser traîner un magazine, un CD, sentir vivre le lieu. J'ai très envie de rencontrer ces routards. Pas vous ? Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.